à tous. On va commencer par remercier les sponsors, parce que c'est grâce à eux qu'on est ici aujourd'hui, qu'on va pouvoir passer une bonne journée tous ensemble et apprendre tout plein de choses sur l'agilité, partager tout plein de choses sur l'agilité. Donc merci à eux. Et puis merci aux orgas, parce que ils font un boulot de ouf. Oui, on peut les applaudir. J'ai une émotion un peu particulière à présenter cette session aujourd'hui sur le cargo culte agile. J'ai construit cette session en fait en 2017, donc ça remonte un peu. Et à l'époque, elle a beaucoup tourné dans les Agile Tours, parce qu'elle a eu pas mal de succès. Je ne sais pas si peut-être qu'il y en a qui en ont entendu parler. Et du coup, moi, je l'avais fait évoluer au fur et à mesure des fois où je les ai joués dans les Agile Tours, grâce à vos feedbacks à tous. Et le problème, c'est que la version qui avait été filmée, c'était la première version que j'avais faite. Et du coup, j'étais super frustrée. Vous savez, un peu comme cette équipe de dev qui a développé une feature qui déchire et qui ne passe pas en prod parce que le métier ne le recette pas depuis des mois. Vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, il y a quelque temps, il y a un Rennais qui m'a dit ouais, tu l'as jamais fait chez nous en vrai. Je dis ouais, mais enfin, tu l'as vu en vidéo, donc ça devrait être bon. Non, mais moi, si tu viens nous la faire en vrai, même si je l'ai vu en vidéo, je reviens la voir. Bon, bah écoute, ça se trouve, ça sera l'occasion d'être filmé, d'avoir la bonne version de la session. Et donc, je l'ai proposé à l'organisation, et puis ils l'ont prise, donc me voilà. Voilà, donc je suis très contente d'être là aujourd'hui, parce qu'en plus, donc, la session est filmée, c'est super cool. Alors, je vais vous emmener en voyage. Et notre voyage, il commence en Mélanésie. La Mélanésie, c'est une région de l'Océanie, au nord de l'Australie, qui est composée de nombreuses îles, dont la Papouasie. Et ça, c'est un papou. À la fin du XIXe siècle, la Mélanésie a été colonisée par l'Empire britannique à partir de l'Australie, puis ensuite elle a servi de base avancée aux Alliés pendant la Seconde Guerre mondiale. Et à cette époque, du coup, pendant cette période, les populations indigènes ont découvert brutalement la culture occidentale qui était bien plus avancée que la leur technologiquement parlant. Il faut imaginer un papou qui voit arriver des bateaux, des avions remplis de marchandises. Alors, de la nourriture, certes, mais aussi des objets technologiques, des appareils photographiques, des téléphones, des armes, des objets, en fait, qui dépassaient leur entendement. Ils ne pouvaient pas comprendre, en fait, comment ces objets avaient pu être fabriqués. Plus encore, ils ne pouvaient pas comprendre le processus logistique qu'il y avait entre le moment où un opérateur radio demandait ses marchandises dans sa radio et le moment où, quelques jours plus tard, ces marchandises arrivaient par avion. Mais l'humain a besoin de comprendre, il est ainsi fait. Et donc, les papous ont essayé de comprendre ce qui se passait. Pour eux, comme je vous l'ai dit, ces objets merveilleux ne pouvaient pas avoir été faits par des humains. Ça voulait dire qu'ils étaient fabriqués par les dieux. Et que les dieux les avaient offerts en cadeau aux Occidentaux. Mais du coup, pourquoi les dieux offraient ces cadeaux aux Occidentaux et pas aux papous? C'était probablement parce que, pour les remercier, en fait, de réaliser certains rituels correctement, et que c'est des rituels que les papous ne connaissaient pas. Et donc, du coup, les papous se sont mis à observer les Occidentaux pour essayer d'identifier quels étaient ces rituels. Ils ont cherché à détecter les comportements récurrents des Occidentaux, les artefacts qu'ils utilisaient dans ces comportements, et ils les ont intégrés sous forme de rituels dans un véritable culte, au sens religieux du terme, un culte voué aux marchandises. Marchandises, ça se dit cargo en anglais, d'où le terme de cargo culte. Et ça donnait par exemple ça. Ou encore ça. On voit que c'est assez évolué comme niveau d'imitation. Ou encore ça. Ça, c'est un casque de radio en coquille de noix de coco. Alors, les avions, les antennes radio, ce sont des artefacts, mais comme je vous ai dit, ils ont aussi copié des comportements. Ils avaient observé, les papous avaient observé en fait que quand un opérateur radio demandait une marchandise dans sa radio, elle arrivait ensuite par avion quelques jours plus tard. Et que quelques minutes avant que l'avion n'atterrisse sur la piste d'atterrissage, la piste s'éclairait. Alors, les papous ont construit des cabines de radio avec des postes de radio en bois, et ils ont parlé très régulièrement dedans pour demander les marchandises qu'ils souhaitaient. Ils ont tracé de longues pistes d'atterrissage dans la terre battue, et ils ont allumé régulièrement des feux le long de ces pistes d'atterrissage, en espérant que des avions allaient apporter les marchandises qu'ils avaient demandées.
Bien sûr, aucun avion n'a jamais atterri. Donc on peut dire que le cargo culte, c'est le fait d'imiter des comportements sans en comprendre le fonctionnement, en espérant obtenir les mêmes résultats. C'est un réel concept anthropologique, hein, ce n'est pas un truc que j'ai inventé pour la conférence. Ce concept anthropologique a été utilisé comme métaphore par Richard Feynman en 1974 pour parler de cargo cult science. C'est là que ça a commencé à populariser la métaphore du cargo culte. Dans un domaine plus proche de nous, vous avez peut-être entendu parler de cargo cult programming. Le cargo cult programming, c'est quoi? Je dois développer une feature, je ne sais pas trop comment faire, je vais chercher sur Internet, j'ai trouvé un pattern ou un bout de code qui me semble faire le taf, mais que je ne comprends pas, je vais le copier dans mon code, je vais essayer de faire que ça marche en trifouillant un petit peu au hasard. C'est rare que ça fonctionne. Si par miracle ça fonctionne, c'est carrément pas maintenable parce qu'il suffit que mon besoin évolue un tout petit peu pour que je sois incapable de faire évoluer ce code que je ne comprends pas. Alors attention, hein, je ne dis pas que le copier-coller de code c'est mal, sinon on n'utiliserait pas des bibliothèques de code. Je dis juste que copier-coller du code sans comprendre, c'est mal. Alors, pourquoi je vous parle de cargo cult? Que veulent les entreprises aujourd'hui? De la transformation digitale, de la disruption. En général, enfin, à mon avis, hein, les gens qui utilisent ces termes-là, ils ne savent pas vraiment ce que c'est. Et encore moins, en fait, comment on y arrive. Et du coup, comme nos papous ont observé le comportement des Occidentaux pour les imiter et essayer d'obtenir les mêmes résultats qu'eux, nos entreprises historiques cherchent à imiter les entreprises qui semblent réussir dans notre monde numérique. Les licornes, les GAFAM. Leurs fondateurs sont de véritables rockstars qu'on interviewe pour comprendre les secrets de leur succès. On fait même des films sur eux. Et il y a un mot qui revient très souvent, agile. Et ça tombe bien, hein, parce que des méthodes agiles, il y en a plein, bien documentés, avec plein d'artefacts et de rituels qu'on va pouvoir copier, imiter, pour obtenir à notre tour de la transformation digitale et de la disruption. Et ça va marcher aussi bien que d'essayer de faire s'envoler des avions en paille. Et plus la méthode elle est exhaustive, plus elle est documentée, plus elle va être sujette au cargo culte. Alors, une transformation agile, en général, ça va commencer à l'échelle des équipes. On va commencer par introduire des nouveaux artefacts. L'artefact le plus connu de l'agilité, c'est le post-it. Moi, j'ai déjà rencontré des équipes qui m'ont dit fièrement « Bah oui, on est agile, on utilise des post-it ». Alors, c'est souvent sur le ton de la blague, mais pas toujours quand même. Moins caricatural, j'ai déjà entendu très sérieusement « Bah oui, on est agile, on ne fait pas de spec ». Alors, oui, le manifeste agile dit qu'il vaut mieux un logiciel qui fonctionne que de la documentation exhaustive. Certes, mais ça ne fonctionne que parce qu'on a la collaboration au quotidien avec le client et les utilisateurs. C'est pour ça qu'on peut se passer de spécifications exhaustives et qu'on peut se contenter de user stories. En gros, pour que ça fonctionne, il faut que la disponibilité et l'implication du product owner soient inversement proportionnelles à l'exhaustivité des spécifications. Dans le cadre de cette équipe qui a choisi, qui dit bah, on est agile, on ne fait pas de spec, en fait, ce qui s'est passé, c'est que l'équipe a vu cette pratique agile, pas de spec, wow, ça me plaît, ça. J'aime bien, je prends. Et je prends sans me poser la question de à quoi ça sert, comment ça marche, est-ce qu'il y a des prérequis, d'autres pratiques à mettre en œuvre à côté pour que ça fonctionne. Et ils vont comme ça empiler un certain nombre de pratiques agiles, voilà, un peu de standard meeting, un peu de post-it, un peu de pas de spec, etc. On mélange tout ça dans un shaker et hop, ça fait une méthode agile, sans souci de la cohérence globale, bien sûr. Et ça, en général, ça marche aussi bien que des casques en coquille de noix de coco. Il y a un autre artefact agile qui est souvent imité sans qu'on en comprenne vraiment le fonctionnement. C'est le backlog produit. Je pense plus particulièrement à ce backlog produit qui est figé dans le marbre dès la phase de cadrage. Vous savez, ces backlogs bien exhaustifs, bien détaillés, qu'un product owner de bonne volonté, qui en général vient de se faire former à l'agilité, a construit avant même que l'équipe de dev soit identifiée. Et bien sûr, ce backlog produit ne pourra pas être modifié pendant le projet, parce que tout est essentiel pour qu'on livre. Il n'y a rien qu'on peut enlever, tout est prioritaire. Et puis de toute façon, on a déjà fait valider les maquettes par la hiérarchie.
Et quand on explique à ce product owner que c'est pas très agile, il nous regarde avec un air surpris en disant « Je comprends pas, j'ai mis le cahier des charges dans un backlog ». Bon, comme je vous le disais, pour les papous, le cargo cult, ça ne concerne pas seulement que les artefacts, mais aussi les rituels. Le rituel le plus connu de l'agilité, le plus utilisé, le plus emblématique, c'est le stand-up meeting. Et ben, ça ressemble à quoi un cargo cult stand-up meeting? Je vous laisse quelques instants pour lire ce comic de Dilbert. En gros, dans ce comic, Dogbert explique que les concurrents font des réunions debout et que pour faire mieux que les concurrents, nous, on va faire non seulement des réunions debout, mais en faisant des exercices physiques. Dans cette histoire-là, on se focalise uniquement sur l'aspect debout et pas du tout sur tout le reste qui fait l'essence du stand-up meeting, notamment à quoi ça sert. Et puis encore, on n'explique même pas à quoi ça sert d'être debout. À quoi ça sert d'être debout? À ce que la réunion elle reste courte, moins de 15 minutes, à ce qu'on puisse se rassembler autour du board de l'équipe. Et ça crée aussi de la proximité, donc du lien entre les membres de l'équipe. Bon, ça c'est Dilbert, c'est de la caricature. Moi j'adore personnellement, c'est une grande source d'inspiration, mais ça reste de la caricature. Et pourtant, dans la vraie vie des entreprises, j'ai déjà vu des équipes de 20 personnes faire chaque jour un stand-up meeting de 45 minutes. Chaque jour. Mais les personnes sont debout, donc c'est un stand-up meeting. Moi, j'appelle pas ça un stand-up meeting, j'appelle ça une réunion debout. La vanne passe vachement moins bien en anglais. Pire, on m'a raconté qu'une entreprise avait enlevé les chaises de toutes les salles de réunion pour s'assurer que toutes les réunions se fassent debout. Véridique. Si ça, c'est pas du cargo culte. Alors, il y a plusieurs sortes de cargo cult stand-up meeting. Je vais vous parler par exemple du stand-up meeting reporting. Dans ce type de stand-up meeting, l'équipe est toute tournée vers une figure d'autorité, que ce soit le Scrum Master, le Product Owner, le chef de projet agile, le manager. On le reconnaît bien parce que, vous voyez, il a un casque blanc, lui, quand les autres ont un casque jaune. Dans la vraie vie, il peut avoir une cravate dans nos vies, nos entreprises, par exemple. Et donc, bon, toute l'équipe regarde en fait ce chef et se prépare à lui faire son reporting. Donc, on perd complètement la notion de synchronisation du stand-up meeting parce que chaque personne est concentrée sur ce qu'il va pouvoir dire au chef comme reporting, et donc il n'écoute pas les autres. Et puis, honnêtement, dans cette situation, vous pensez que c'est facile d'aller parler des problèmes qu'on rencontre, de se mettre en danger devant le chef? Je ne crois pas, moi. Et du coup, on ne se donne pas les moyens de résoudre nos problèmes, et donc le stand-up meeting perd de son intérêt. Et ça va souvent marcher aussi bien que des avions en paille. Un autre type de stand-up meeting cargo cult, c'est celui que j'appelle le stand-up meeting KPI. Dans ce genre de stand-up meeting, le Scrum Master se focalise, et donc focalise l'équipe, sur la mise à jour du reste à faire des tâches et des indicateurs de sprint. Alors, je vais caricaturer à peine, mais ça ressemble à ça. Alors moi, hier, j'ai travaillé sur la story machin, et en fait, c'est quoi ton reste à faire? Et du coup, ce genre de stand-up meeting, ça met l'équipe dans une disposition de constat de l'échec au lieu de leur permettre de résoudre les problèmes pour éviter l'échec. Les indicateurs sont à jour, on voit bien qu'on va se planter, mais on ne se donne pas les moyens de l'éviter. Et du coup, les indicateurs deviennent mauvais. Alors on va chercher à modifier les indicateurs plutôt que de modifier la situation qui crée ces mauvais indicateurs. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des beaux indicateurs pastèques, bien rouges à l'intérieur et bien verts à l'extérieur. Il y a un autre rituel qui est clé dans l'agilité, de mon point de vue, c'est le rituel principal de l'agilité, c'est la rétrospective. Et malheureusement, la rétrospective, elle aussi, est victime de cargo cult. Alors c'est quoi une rétrospective cargo cult? Par exemple, les rétrospectives câlins, ou les rétro bisounours, vous pouvez dire. Vous savez, c'est bon, c'est chaud, c'est doux, c'est chaud doudou. On se dit à quel point on apprécie de travailler ensemble, combien c'est agréable de bosser ensemble. On parle beaucoup des choses qui marchent bien et on ne parle pas des choses qui marchent mal. Alors c'est super cool de parler des choses qui marchent bien, parce que c'est important de garder ce qui fonctionne bien et puis de construire sur ses forces. Mais si on ne parle jamais des problèmes, parce qu'on ne veut pas se faire mal entre nous, on s'aime trop, si on ne parle jamais des problèmes, on ne les résout pas. Et si on ne les résout pas, ils grossissent.
Et au bout d'un moment, quand ils grossissent, il y a de moins en moins de choses positives à échanger sur l'équipe. Et du coup, le côté chaud doudou qu'on avait avant, on le perd progressivement. Donc du coup, ce genre de rétrospective, finalement, amène de la lassitude, voire de la démotivation. Parce qu'elle ne remplit pas son office d'amélioration continue. Un autre type de rétrospective cargo-culte, la rétrospective psy. Alors là, par contre, on va en parler des problèmes, en long, en large, en travers. On parle que de ça. Et le Scrum Master ou le coach agile est là en disant « oui, poursuivez ». Enfin, en gros, on parle des problèmes et on ne prend pas d'action pour les résoudre. Et du coup, comme on ne fait que parler des problèmes, ces problèmes sont très très présents à notre esprit, on ne voit que les problèmes, on ne voit pas ce qui marche bien. Et du coup, c'est complètement démotivant parce qu'on voit ces problèmes, mais on ne s'améliore pas en fait. On ne prend pas d'action pour les résoudre. Et du coup, pareil, l'équipe est démotivée, très frustrée finalement. Et ce n'est pas efficace. Autre type de rétrospective cargo-culte, les rétrospectives revendications. Là aussi, on va beaucoup parler des problèmes, mais ça arrive en fait dans des équipes qui ne sont pas capables de se remettre en question et donc du coup de prendre des actions dont elles ont l'autonomie, en fait des actions d'amélioration dont elles ont l'autonomie. Et du coup, tout se retrouve en bloqueur dans le backlog d'obstacles du Scrum Master. Alors, c'est frustrant à deux titres, en fait, c'est parce que déjà, comme en fait, c'est toujours des éléments extérieurs qui doivent agir pour résoudre les problèmes, et donc ils ne le font pas parce qu'ils n'ont pas d'intérêt à le faire, l'équipe a l'impression que rien ne change et que du coup, ils ne peuvent pas travailler. Et puis, ils commencent à avoir une image désastreuse auprès des autres équipes, en fait. Parce que quand les autres équipes parlent d'eux, c'est ils se plaignent tout le temps, c'est jamais de leur faute, enfin, on ne peut pas travailler avec eux, quoi. Et du coup, pareil, ce sont des rétrospectives qui sont extrêmement frustrantes, finalement, et qui amènent de la démotivation. Je vais vous parler d'un dernier type de rétrospective cargo-culte. Les rétrospectives stériles. Là, on fait presque tout bien. On parle de ce qui marche bien, on parle de ce qui marche mal, on identifie des actions qu'on veut mener pendant le sprint et puis qu'on ne va pas mener. Parce que, disons qu'il n'y a pas de porteurs ou il y a trop de porteurs, on ne prend pas le temps pendant le sprint de les faire, on prend des actions trop grosses. Bref, peu importe la raison, en fait, ce qui se passe, c'est que ces actions reviennent d'itération en itération, de rétrospective en rétrospective. Et du coup, l'équipe se lasse parce que on dit toujours la même chose dans les rétros, il ne se passe rien, quoi. Du coup, il y a des Scrum Masters de bonne volonté qui vont essayer de faire varier un peu le format des rétros pour ramener de l'intérêt pour ce rituel. Et c'est comme ça qu'on a des rétrospectives Harry Potter, Star Wars, etc. Alors attention, je ne dis pas que c'est mal de changer de temps en temps le format des rétros. Et même, je trouve que c'est très approprié parfois d'utiliser des techniques spécifiques pour résoudre des problèmes spécifiques qu'on a à un moment donné. Les 5 pourquoi, une timeline, un speedboat, que sais-je. Mais je dis que quand on change sans arrêt le format des rétrospectives, ça peut être un symptôme de rétrospective stérile et donc de cargo-culte. Bon. Je vous ai parlé du cargo-culte au niveau des artefacts, des méthodes, des artefacts et des rituels. Je vais vous parler maintenant du cargo-culte qu'on a au niveau des méthodes, c'est-à-dire l'incompréhension qu'on peut avoir au niveau des méthodes agiles. Pour moi, une méthode agile, c'est un peu comme une recette. Et quand on maîtrise la recette, on va pouvoir l'ajuster à son goût. On va pouvoir remplacer un ingrédient par un autre, ajouter des épices, etc. Mais il y a ce que j'appelle les scrumiatolas. Vous savez, ces gens qui veulent appliquer Scrum ou n'importe quelle autre méthode agile à la lettre. Et si vous avez le malheur de proposer une adaptation, ils veulent vous envoyer au bûcher. Pire, dans un salon sur la santé, j'ai piqué une crise de fou rire en fait, devant le stand d'un éditeur logiciel qui affichait fièrement que le logiciel était développé avec la méthode agile, A.G.I.L.E. Beau cargo-culte quand même. D'ailleurs, j'entends souvent des entreprises dire « mais nous, on utilise déjà la méthode agile », comme s'il n'y en avait qu'une. Et on peut presque entendre la majuscule qu'ils mettent à agile quand on les écoute parler. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des entreprises qui font de l'agile au lieu d'essayer d'être plus agiles, de développer leur agilité. Bon, quand l'équipe commence à être un peu plus agile, elle commence à avoir des frictions avec les équipes autour qui, elles, ne sont pas encore agiles. Et du coup, l'organisation prend conscience qu'il va falloir étendre la transformation et changer la façon complète de produire le logiciel.
Et donc, du coup, on va essayer d'agiliser au niveau d'un service. Bon, en général, malheureusement, on se cantonne à une transformation en silo. Ça repose un peu sur la croyance erronée que les autres ne sont pas prêts, vous savez. Et c'est comme ça qu'on se retrouve encore maintenant beaucoup trop souvent dans les situations de DSI agile. Vous savez, ces DSI qui se transforment sans impliquer le métier ou les utilisateurs. Ce qui n'a pas beaucoup de sens, en fait, dans l'agilité. Quand on fait ces transformations en silo, l'entreprise en fait, se retrouve avec des objectifs contradictoires, parfois, entre les différents services. Par exemple, quand on agilise le dev sans la prod, on a des équipes de dev qui sont censées livrer le plus souvent possible de la valeur, donc de façon très régulière. Et à côté de ça, en même temps, on a des équipes de prod qui sont censées limiter le nombre de mises en production parce que c'est risqué et que ça coûte cher. On a ce genre de contradiction aussi quand la transformation agile ne va pas jusqu'aux achats, par exemple. Dans l'agilité, on prône l'adaptabilité, la collaboration avec le client, l'amélioration du produit au fur et à mesure qu'on le construit, en fait, la construction incrémentale. Mais si on n'a pas évangélisé les achats, on se retrouve condamné à contractualiser au forfait avec un engagement de résultat. Et ça, c'est contradictoire avec la construction incrémentale. Donc du coup, au bout d'un moment, l'organisation finit par comprendre qu'il ne faut pas agiliser des silos, mais il faut agiliser l'entreprise tout entière. Donc là, on parle de transformation d'entreprise, et les entreprises ont une recette bien connue pour faire ce genre de choses. On fait appel à un cabinet de conseil en conduite du changement, et on leur dit « agilisez-nous ». Alors, depuis quelques années, de nombreuses années maintenant, il commence à y avoir vraiment un essor des transformations agiles. Quelle boîte n'a pas fait cette transformation agile? Et du coup, ça a créé une pénurie de coachs agiles sur le marché. Imaginez, quand vous avez en même temps la Société Générale, La Poste, Pôle emploi, Airbus qui lance la transformation agile, ça siphonne complètement le marché. Du coup, les boîtes de conseil, qui sont toujours à l'affût d'opportunités de rentabilité, on va dire ça comme ça, se sont mises à vendre des consultants comme des coachs agiles, sans qu'ils aient ni l'expérience nécessaire, ni le mentoring pour y pallier. Et le problème, c'est que les consultants ne sont pas équipés pour mettre le client en face de ces contradictions. Par exemple, quand le client demande dès la phase d'avant-vente de s'engager sur des livrables et sur un planning de transformation. Ce qui est impossible puisqu'on va transformer de l'humain. C'est imprévisible par essence. En fait, les consultants, contrairement aux coachs, ont l'habitude de faire ce que le client leur demande et pas ce dont il a besoin. Quitte à refuser la mission quand les conditions ne sont pas réunies. Et ce que le client veut en général, c'est une méthode qui est éprouvée, qui a fait ses preuves dans d'autres entreprises pour limiter les risques. Et donc du coup, le consultant coach prescrit une même méthode à toute l'entreprise, quel que soit le contexte des différentes équipes. Une méthode pour les amener tous à l'agilité et dans les ténèbres les lier. Alors, ceux qui étaient là hier ont peut-être remarqué que j'utilisais les mêmes slides. Je les aime beaucoup, ceux-là. Et quand le consultant part, les effets de la transformation disparaissent. Alors du coup, les agilistes ont réfléchi et se sont dit « Ok, il ne faut pas seulement qu'on change nos façons de nous organiser, mais il faut aussi qu'on change le management, parce que c'est ça qui va permettre au résultat de la transformation de rester durablement. » Et c'est comme ça que sont apparus les concepts de management agile, management 3.0, management positif, management bienveillant, enfin, il y a plein de noms pour ça. Malheureusement, cette nouvelle approche du management est elle aussi victime du carré occulte. Je vais vous donner quelques exemples de ça. Depuis quelques années, l'intelligence collective est à l'honneur, et à juste titre. Mais on voit souvent des ateliers où on a des participants qui sont réellement impliqués, et pourtant, ces ateliers ne sont suivis d'aucune action et font plouf. Alors ça peut être parce qu'on s'est juste fait accompagner pour la facilitation de l'atelier et pas pour le suivi des actions ensuite, mais ça peut être pour des raisons un peu plus perverses. Par exemple, parce que les résultats de ces ateliers de co-construction ne conviennent pas au management, qui s'empresse d'enterrer les plans d'action qu'on a construits ensemble. Ou pire, parce que ces ateliers d'intelligence collective n'ont été organisés que pour faire accepter aux équipes des décisions qui ont été prises en amont par le management tout seul. En gros, l'idée, c'est que si on fait travailler les équipes sur les détails, ils vont avoir l'impression que l'idée est la leur et donc ils vont mieux adhérer.
Et c'est comme ça qu'on se retrouve à entendre parfois « Oh non, on ne va pas encore faire un forum ouvert ». Il y a d'autres exemples de cargo cult dans l'application du management agile. Par exemple, un truc qui me frappe beaucoup, c'est qu'on demande aux équipes de s'engager collectivement sur des objectifs à court terme, de 1 à 4 semaines. Et pourtant, on continue d'évaluer la performance des collaborateurs individuellement et à une fréquence annuelle. C'était une pratique qui avait son sens sur le taylorisme. Mais dans la production collective intellectuelle, comme la production logicielle, en fait, ça n'a pas de sens. Et d'ailleurs, durant ces entretiens annuels, managers et RH adorent lister toutes les erreurs que le collaborateur a pu faire pendant l'année pour lui expliquer pourquoi il n'aura pas d'augmentation. Et ce n'est pas étonnant après qu'on n'ait pas d'innovation, de disruption. Quand malgré tout, il y a des gens qui essayent de changer des choses, qui proposent de modifier le système pour l'améliorer, on les identifie comme des rebelles, voire des fauteurs de troubles. Un dernier exemple de cargo cult sur le management agile. Les entreprises qui se lancent dans une transformation agile, du coup, prônent la confiance et la transparence. Mais dans les faits, cette confiance et cette transparence, elle est à sens unique. Les managers demandent aux collaborateurs de leur faire confiance et d'être transparents sur leurs problèmes, sur leurs difficultés, sur leurs erreurs. Mais eux, les managers, ne font pas confiance aux collaborateurs et donc ils ne sont pas transparents avec eux. En fait, ça repose sur une vieille croyance du management paternaliste qui est que les collaborateurs ne sont pas capables d'adhérer à des décisions qui sont prises dans l'intérêt de l'entreprise. Et donc, du coup, comme ils ne sont pas capables de comprendre et d'adhérer, on va leur donner des fausses raisons. Les collaborateurs ne sont pas bêtes. Enfin, les collaborateurs, c'est vous et moi. On n'est pas bêtes. Et du coup, les collaborateurs, ils se sentent infantilisés quand ils comprennent ça. Ils se démotivent et hop, on a un bon cercle vicieux qui s'installe. Bon alors, je vous ai expliqué comment on faisait des mauvaises transformations agiles. Enfin des mauvaises, c'est-à-dire des maladroites qui n'ont pas les bons résultats ou les résultats ne durent pas. Mais est-ce que c'est possible de faire des bonnes transformations agiles? Et si oui, comment on fait? Alors, la plupart des méthodes agiles rendent explicites les valeurs qui nourrissent l'agilité des organisations. Ça, ce sont les valeurs qui sont explicitées dans le Scrum Guide depuis 2016. Ces valeurs sont l'engagement, le focus, l'ouverture, le respect et le courage. D'ailleurs, le manifeste agile, en fait, il contient des valeurs et des principes, mais pas d'artefacts, pas de rituels. C'est bien que ce qui compte vraiment, en fait, c'est les valeurs, pas le détail d'implémentation des méthodes. D'ailleurs, les signataires du manifeste agile, c'était les créateurs des différentes méthodes agiles qui avaient chacune leurs propres artefacts, leurs propres rôles, leurs propres rituels, mais elles partageaient un état d'esprit commun, qu'on appelle la culture agile ou les valeurs agiles. Ces valeurs agiles, c'est celle-ci, par exemple. Je vous laisse lire un peu. En fait, une transformation agile, ça doit être une transformation culturelle avant tout, plutôt qu'un déploiement d'une méthode. Une transformation agile, elle doit s'accompagner d'une transformation managériale, où le management où la culture managériale en fait devient en accord avec ces valeurs de l'agilité. Et puis, pour être cohérente avec les valeurs de l'agilité, une transformation agile, elle doit fonctionner sur le principe de l'invitation, pas de la contrainte. Commencer avec les personnes qui sont motivées, les autres suivront. Alors, c'est un philosophe du IXe siècle qui nous résume très bien cette idée. L'important, c'est les valeurs. Quand on a compris le système des valeurs, après, c'est bon. C'est pas faux, ouais. Mais comment, en fait, on fait pour déployer un nouveau système de valeurs? Je veux dire, ce n'est pas afficher des valeurs sur le mur qui va aider des collaborateurs à comprendre comment ça s'applique dans son travail au quotidien. Comment on forme à une valeur? C'est quoi la certification bienveillance? Pour réussir votre transformation culturelle, moi je vous propose de hacker le mécanisme du cargo culte. En fait, l'idée, c'est de provoquer l'imitation des valeurs plutôt que l'imitation des pratiques. Comment on fait ça? En incarnant au quotidien les valeurs de l'agilité, en étant exemplaire et en explicitant quand on le fait. Par exemple, il y a quelques semaines, j'ai dû faire un feedback un peu difficile à une personne que j'accompagne et que j'apprécie. Et ce n'était pas facile justement parce que je l'apprécie en fait.
Et donc je lui ai dit, c'est difficile pour moi de te faire ce feedback, mais je le fais parce que c'est important qu'on ait une relation de confiance et que ça repose sur la transparence. Et c'est ça, en fait, qui me donne le courage aujourd'hui de te faire ce feedback. C'est un exemple, vous en avez sûrement d'autres. Et c'est en incarnant ces valeurs de l'agilité au quotidien, explicitement, que progressivement, elles vont se propager à toute l'entreprise. Alors bien sûr, la vitesse de propagation va dépendre de votre position dans l'entreprise. Je connais une entreprise où en fait le PDG est quasiment systématiquement en retard à toutes les réunions. Mais quand je dis en retard, c'est pas un peu, c'est genre une demi-heure minimum. Et il arrive en disant bon alors on commence. Et du coup, dans cette entreprise, il n'y a à peu près aucune réunion qui ne commence à l'heure. Et c'est pas étonnant. En arrivant en retard aux réunions, le PDG montre que c'est OK d'arriver en retard. Il donne une permission implicite à arriver en retard. Pire, il y a même des personnes qui l'interprètent comme une façon de montrer son pouvoir sur les autres. Et donc, du coup, pour à leur tour montrer leur propre pouvoir sur les autres, elles arrivent en retard aux réunions. Et c'est comme ça que ça devient très rapidement un standard dans l'entreprise. Donc, en gros, pour propager un nouveau système de valeurs, c'est possible d'avoir une influence du bas vers le haut par capillarité, mais ça, c'est extrêmement lent. Surtout en France, où on a une culture hiérarchique très ancrée. L'émulation entre pairs est plus rapide parce que c'est important de rester compétitif vis-à-vis de ses collègues dans l'entreprise. Mais la direction la plus rapide pour propager une nouvelle culture, c'est du haut vers le bas par du leadership. Et plus le leader est placé haut dans la hiérarchie, plus la propagation sera rapide et ses effets seront démultipliés. Bon, peu importe en fait votre place dans l'entreprise, il y a des choses que vous pouvez faire pour accélérer en fait la transformation de votre entreprise. Si vous êtes dirigeant, sponsorisez les initiatives agiles personnellement. Donnez des moyens aux early adopters. Écoutez les feedbacks des équipes. Si vous êtes RH, favorisez l'évolution du cadre organisationnel de l'entreprise. Et essayez de développer les richesses humaines plutôt que les ressources humaines. Si vous êtes manager, coachez vos équipes. Aidez vos collaborateurs à grandir et à s'épanouir. Responsabilisez-les en leur montrant comment leur travail au quotidien contribue à la vision de l'entreprise. Et si vous êtes un simple collaborateur, considérez que l'amélioration continue de l'entreprise fait partie de votre fiche de poste. Vous voyez une action qui serait bonne pour l'entreprise? Soyez proactif, faites-la. N'attendez pas qu'on vous donne la permission. Pour finir, je voudrais vous raconter une fable amérindienne, la fable du colibri. Un jour, dit la légende, un incendie ravagea la forêt. Les animaux, apeurés, atterrés, observaient le désastre sans rien faire, tous, sauf un petit colibri, qui s'activait pour aller chercher quelques gouttes d'eau dans son bec et les verser sur le feu. Jusqu'au moment où le tatou, exaspéré, lui dit « Mais enfin, colibri, n'es-tu pas fou? Tu penses vraiment que tu vas pouvoir éteindre le feu avec ces quelques gouttes ?» Le colibri dit « Je le sais, mais je fais ma part. » Chacune de nos actions au quotidien dessine le monde du travail de demain. À vous de voir à quoi vous voulez qu'il ressemble. Je vous remercie. J'ai mis le QR code de feedback ici. Sachez pour ceux qui étaient là hier qu'il y avait aussi un QR code de feedback pour ma keynote, mais il n'avait pas été. J'ai eu un problème de slide, donc voilà. Il a été affiché aujourd'hui aussi. Si vous pouvez me donner le feedback, ce sera super gentil. Et je crois qu'on doit avoir un petit peu de temps pour des questions. Large? Ah oui, j'étais trop rapide. Oh, mince. J'étais parfaite. Non, je ne sais pas, il reste combien de temps? Ah oui, quand même. OK. Alors, est-ce qu'il y a des questions, des remarques, des réactions? C'était super bien. Merci, merci beaucoup. Je ne sais pas, alors du coup, c'est moi qui vais vous poser des questions. Vous en avez, vous, du cargo cult dans vos entreprises? Et vous avez des trucs complémentaires à ce que j'ai raconté à me donner pour, du coup, que ma conférence soit plus longue la prochaine fois que je la fais? Je ne sais pas, des exemples? Vas-y. On t'entend pas. Non, c'est pas bon. Je me recule quand même parce que tu es impressionnante.
Non, mais arrête. T'as un super t-shirt. Oui, j'ai un super t-shirt, merci. Donc tout à l'heure, tu parlais d'une méthode absolument magnifique avec Gandalf. Oui. Safe. Et ben, en ce moment, j'ai un PI planning, donc cette semaine, et mon équipe arrive arrive en janvier. Donc on fait un PI planning. Parce que... Sans l'équipe. Ouais, c'est ça. Où il faut s'engager parce qu'il faut s'engager. Donc... Mais qui c'est qui va s'engager? C'est un soupir qui en dit long. C'est bien, ça avance, mais ça avance, voilà. Non, mais pour de vrai, qui c'est qui va s'engager, du coup? Qui va participer à ce PI planning? Je te refais la réponse. Ok. Ouais. Bon. J'aime bien. D'accord. Oui, non, mais on n'est pas là non plus pour faire du name and shame, mais enfin, des fois, on pourrait. Ça a l'avantage de vouloir se lancer. C'est un lancement. Mais, oui, oui. Ouais, ça a un avantage. Ouais. Oui. Bah, ça, j'en parlais hier. Hein, des fois, apprendre la patience aux clients qui se lancent dans une transformation, c'est bien aussi. C'est de dire, on doit faire les choses dans un certain ordre, en fait. Il y a des prérequis, tout ça. Construisons sur du solide plutôt que de construire vite fait sur du sable, en fait. Et maintenant, je suis le premier à être lancé. Il faut qu'il y ait d'autres. Ouais. Merci, Nicolas. Non, personne? Ah, si. Alors moi j'avais une petite question. C'est effectivement souvent plus facile de propager les valeurs du haut vers le bas, mais quand on est tout en bas, comment est-ce qu'on fait pour essayer de faire remonter par capillarité, à part être en compétition avec ses collaborateurs? Alors c'est pas en compétition hein, que je voulais. Ouais, mais en fait, pour rester compétitif. Mais oui, comment on fait pour faire remonter? Comme je disais déjà, en ayant le courage finalement de dire les choses qui ne marchent pas et en prenant les actions en main, c'est pas facile. Hein. Franchement, c'est pas facile. Moi, je l'ai souvent fait. Je me suis souvent retrouvée dans la posture du rebelle ou même de la chieuse, hein, parce que j'avais tendance à dire ce qui ne marchait pas et les gens n'aiment pas en fait. Un truc qui m'a aidée, c'est d'expliciter l'intention que j'avais quand je faisais ça. Parce que en fait, au début, quand je disais ça marche pas, les personnes qui avaient en face de moi, elles entendaient tu fais mal ton travail. Et du coup, elles se sentaient jugées et donc elles se mettaient dans une posture défensive, ce qui n'est pas simple pour de la collaboration. Elles se sentaient jugées parce qu'en fait, dans le monde du travail, on se sent tous jugés en fait, et que du coup, on se met aussi à juger à notre tour pour se protéger et pour faire comme les autres, quoi. Du coup, le fait d'expliciter son intention en disant ok, moi, je dis ça pour qu'en fait, ensemble, on améliore les choses. Ce n'est pas du tout pour dire que tu fais mal ton travail, parce que j'imagine que tu as tes propres contraintes, que tu fais ça, tu agis d'une façon logique pour toi, tu as des raisons, mais il faudrait qu'on les explore pour voir comment est-ce qu'on pourrait améliorer en regardant le problème d'un point de vue plus large, en fait. Et c'est pour ça que c'est intéressant de travailler ensemble dessus. L'idée, c'est pas que je te dis que toi, tu fais mal ton travail, c'est que nous, ensemble, on essaie de trouver comment on peut améliorer les choses. Donc ça, c'est pour moi une des valeurs clés cardinales de l'agilité, c'est l'amélioration continue. Quand on a l'amélioration continue, en fait, on draine un petit peu toutes les autres, finalement. On n'est pas assez bienveillant, et ben on va s'améliorer continuellement pour devenir plus bienveillant. On n'est pas assez adaptatif, enfin voilà, tout est tiré par l'amélioration continue, au final. Donc, ouais, je pense qu'il y a ce côté-là d'aller... d'avoir de la compassion pour les autres, de pas arriver en mode genre, parce qu'on est énervé par notre problème, le problème auquel on a fait face, de donner l'impression à l'autre qu'on est là pour lui faire du mal, mais plutôt pour faire du bien pour l'entreprise, en fait, et d'essayer d'impliquer les autres. Moi, j'aime bien dire que le changement, ça vient une discussion à la fois. C'est-à-dire, au coin du café ou quoi, on discute des soucis qu'on a et on réfléchit ensemble à d'autres façons de faire, en fait. Et comme ça, plus on est nombreux, plus c'est facile. Dans le marketing, on dit que quand on a atteint une masse critique de 25% d'adoption, après, on passe plus facilement du côté mainstream, en fait. Donc, si vous arrivez, en tant que collaborateur, à la base, par une discussion à la fois, une conversation à la fois, à faire changer 25% des personnes autour de vous, potentiellement, vous allez avoir un effet de levier qui va permettre de remonter d'un niveau, etc. etc. Mais ce n'est pas facile. Appuyez-vous aussi sur la communauté. Envoyez vos managers en conférence.
Envoyez-leur des vidéos. C'est aussi pour ça que moi je fais des confs, c'est pour permettre aux gens d'aller envoyer des vidéos à leur manager pour leur dire « Hey, moi j'ai vu cette vidéo, ça m'a fait penser un petit peu à ce qu'on fait chez nous, quoi. Ou t'en penses quoi ?» Enfin voilà, je sais que cette conférence, la vidéo, elle a beaucoup tourné parce que justement les gens l'envoyaient pour dire il y a peut-être une leçon à tirer de ça, quoi. On pourrait peut-être faire autrement. Donc voilà, essayez de provoquer des prises de conscience sans être dans le jugement, se dire que les gens ne font pas les choses correctement parce qu'ils sont mauvais, mais juste parce qu'ils ne savent pas, parce qu'ils ont des contraintes que vous ne connaissez pas forcément. Et en fait, il faut les aider plutôt que les juger. Voilà. Est-ce que ça répond à la question? Ouais. C'est moi qui ai le micro. D'accord, vas-y. Je vais rajouter qu'il faut être persévérant et optimiste. Oui. Et ça, c'est plus facile quand on est j'ai plusieurs. une question quand même. C'est plus facile quand on est en groupe, en fait. Plus on a des copains qui pensent comme nous et qui vont pousser dans le même sens, plus c'est facile de se soutenir et d'être persévérant. Voilà. Ouais, et ne souffrez pas dans votre coin. En l'occurrence, ça permet de se rebooster quand on en a besoin. Tout à fait. Et sinon, juste un témoignage de ce que tu as apporté en disant que c'était important. Moi, je suis une ancienne commerciale et j'ai ma boîte depuis 15 ans. Et honnêtement, aujourd'hui, je galère pas parce que j'ose dire non. Et j'ose leur dire, ça, si vous me demandez ça, en fait, ça va être de la merde chez vous. Ça va rien changer ou ça va pas être. Et faire preuve, je pense qu'une des compétences qui aide à rentrer dans l'agilité, c'est aussi l'assertivité et être bien aligné avec soi pour dire non, ça me correspond pas, ou cette boîte-là ne me correspond pas, ou voilà. Enfin, ça aide. Et c'est plus un témoignage que maintenant, c'est beaucoup plus facile. Mais j'ai appris à dire non. Ouais, mais d'ailleurs, moi, en général, quand il y a des boîtes qui viennent me voir pour du safe, parce qu'il y a des gens qui me contactent, je sais pas, comme s'ils me connaissent. Enfin, ça doit être des gens qui me connaissent pas encore. ça existe. Et donc, je leur explique que si c'est juste pour déployer du safe, je suis pas la bonne personne en fait, parce que ça va pas le faire, ça va pas être le bon fit, c'est pas ce que je fais. Et il y a des personnes qui feront très bien ça pour eux, mais pas moi. Voilà. Je vois qu'il y a un micro par là-bas. Bonjour et merci. Et très joli t-shirt. Merci. Il y a une remarque qui a fait tilt, qui a appuyé sur une corde sensible. C'est quand tu as parlé justement des objectifs des engagements qui étaient à court terme et de manière collaborative. Ouais. Et effectivement, des entretiens qui se font de manière annuelle et individuelle. Ouais. Toi, en tant que coach, qu'est-ce que tu as conseillé? Qu'est-ce que tu as mis en place? Qu'est-ce que tu as vu pour pallier à ça? Alors, ce n'est pas forcément des choses que j'ai pu faire dans les entreprises parce que c'est un sujet sensible. C'est des sujets RH et c'est parfois compliqué de les... Moins maintenant, mais c'est compliqué quand même de discuter avec les RH parce que, en général, on part du côté informatique. Mais par contre, moi, je me suis beaucoup intéressée aux organisations progressistes où justement on met en place ce genre de choses déjà de feedback permanent dans l'année en fait, et à 360 degrés, c'est-à-dire que c'est pas seulement le manager vers les collaborateurs, mais aussi les collaborateurs vers le manager et les collaborateurs entre eux. L'idée c'est de vraiment instaurer une culture du feedback et de décorréler en fait déjà le feedback de la rémunération, décorréler la performance de la rémunération. Ça paraît bizarre dans notre culture. Il y a des boîtes qui fonctionnent très bien en payant en fait tout le monde selon une règle qui est explicite et qui est la même pour tout le monde et qui ne prend pas en compte la performance, mais qui va prendre en compte plutôt l'ancienneté, ce genre de choses, le type de poste, mais pas la performance. Et en fait, ça fonctionne très bien parce que ça enlève un poids sur le fait de se tromper, etc. En fait. Si on peut innover, essayer des choses sans avoir peur que derrière on soit sanctionné financièrement, ça marche, on innove, on essaye. Enfin, à un moment donné, on ne peut pas faire reposer la contradiction sur le collaborateur de devoir choisir entre l'intérêt de l'entreprise, essayer quelque chose qui pourrait amener quelque chose de bon pour l'entreprise, et son intérêt à lui. Si je me plante, je vais perdre de la thune. Ce n'est pas au collaborateur de porter cette dichotomie, en fait, quelque part. Moi, je suis toujours choquée quand je découvre des situations où en fait, les collaborateurs doivent faire un choix entre leurs objectifs personnels et les objectifs d'entreprise. Si les objectifs d'entreprise et les objectifs des collaborateurs ne sont pas alignés, on va forcément avoir un problème à un moment. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des collaborateurs qui sont désengagés, désimpliqués. Aujourd'hui, il y a plus de la moitié des collaborateurs qui sont activement désengagés en France. C'est quand même grave. Enfin,
activement désengagés. Oui, c'est grave, quoi. Je sais pas. Moi, ces trucs, je trouve que c'est un gâchis monumental, en fait. On a des gens qui sont talentueux, qui ont envie de bien faire, et à qui on coupe toute envie de bien faire. C'est tellement dommage. Donc, ouais, excusez-moi, je suis partie un peu dans une envolée lyrique, mais il y a beaucoup de solutions qui existent. Je vous conseille de creuser du côté des organisations progressistes et plus particulièrement, moi j'aime beaucoup les Corporate Rebels parce qu'ils sont allés voir sur le terrain d'organisations progressistes comment ils font réellement et on découvre en fait d'autres façons de manager, de s'organiser en entreprise et on se rend compte que c'est pas le monde des bisounours parce qu'il y a des multinationales qui ont des centaines de milliers de collaborateurs qui sont organisés de façon complètement décentralisée où en fait il n'y a pas comme ça des évaluations de performance de cette façon-là en fait. Donc c'est pas le monde des bisounours, ça existe, la transformation elle est en marche, c'est juste qu'aujourd'hui dans les écoles de management eh ben, on n'apprend pas à faire ça, à faire différemment et donc c'est important de propager ces façons de faire différentes pour montrer que c'est possible et que c'est pas du monde des bisounours, c'est pas, au contraire en fait ces entreprises qui sont plus progressistes, elles ont vachement mieux résisté à la pandémie, elles sont plus résilientes parce que justement les collaborateurs se sentent libres d'essayer de faire des choses pour faire en sorte que ça marche. Et si c'est pas ça l'agilité, l'adaptation au changement, à l'imprévu, ben je sais pas ce que c'est. On va faire la dernière question ici, non? Dernière question ici, et puis après ce sera terminé. Si vous avez d'autres questions, vous pourrez aller voir Émilie. Oui, je suis là jusqu'en début d'après-midi, donc n'hésitez pas à venir me voir. Déjà, merci beaucoup pour la conférence. Je suis tout au fond, à droite. L'autre droite. Enfin, droite. Là. Ah, là-bas, pardon, avec le lumière, j'ai du mal. Moi, je fais partie des gens qui mettent un grand A à agile parce qu'en fait, j'en ai eu marre d'entendre on peut faire de la merde, on est agile. En gros, on n'est pas obligé d'écrire des specs, on peut. Voilà. Et du coup, comment on fait si on ne fait pas l'agile avec un grand A? Comment on fait passer notre message qu'on n'est pas obligé de faire de la merde, en gros? Tu veux dire, tu parles par exemple des gens qui confondent l'agile avec l'arrache? Ouais, exactement. Ok. Je ne sais pas si vous connaissez cette méthode, l'arrache. Ouais. Je pense qu'il faut aller chercher les croyances en fait qu'il y a derrière, enfin, d'aller expliquer que l'agilité, c'est effectivement l'agilité, c'est pas genre on fait de la merde, on peut repartir du manifeste par exemple et de montrer que c'est un ensemble. Tu vois qu'il y a des pratiques derrière, etc. Attends, on m'a jamais posé ça la question. Attends. En fait, je pense que justement la métaphore du cargo culte, elle est pas mal, quoi. Tu vois, d'aller expliquer l'histoire et de dire, tu vois, quand tu fais ce truc-là en mode en surface et de dire que tu es agile, c'est du cargo culte. Mais je suis pas sûre que ce soit exactement ça dont tu me parles. Excusez-moi, je réfléchis en live. Quand tu dis qu'ils font de la merde, c'est-à-dire que par exemple, ils vont se dire on n'a pas besoin de prévoir, donc on y va en short, on prépare pas les trucs, on fait pas de specs, ce genre de choses. Ouais, c'est ça. On a des US qui sont pas des US ou, enfin, en limite, on fait ça sur un coin de table et c'est pas grave, on va en prod direct. Voilà, ce genre d'arrache, quoi. Ok, en fait, je prendrais les trucs un par un. Alors, on fait des specs sur un coin de table. À la limite, ça me choque pas parce qu'à la base, une user story, c'est une conversation entre un producteur et une équipe, hein, donc c'est pas forcément un problème. Par contre, le deuxième truc que tu as dit, genre on fait pas de test, on envoie en prod, je pense que j'expliquerai que l'agilité, le principe de l'agilité, c'est de pouvoir s'adapter et donc de faire évoluer sans arrêt le produit. Et qu'un produit qui n'a pas une bonne qualité technique, on aura toutes les peines du monde à le faire évoluer rapidement. Et donc plus on va accumuler de la dette technique, plus on va être lent à pivoter, à pouvoir faire évoluer le produit. Et au bout d'un moment, en fait, on va être tellement lent qu'on ne va plus rien sortir et que si on veut attaquer un projet de correction de la dette technique, il faut arrêter toutes les équipes pendant 3 mois, ce qui n'est pas du tout acceptable parce qu'on a des clients en face. Et donc, du coup, c'est comme ça que naissent des projets de refonte qui sont là, en fait, juste pour absorber la dette technique qu'on va reconstruire juste derrière dans le nouveau système. Donc, l'idée, c'est, je pense, d'aller prendre chacune des pratiques qui te paraissent pas dans l'esprit de l'agilité et d'aller expliquer pourquoi ça fonctionne pas, pourquoi c'est contraire à l'esprit de l'agilité. Et au-delà de ça, on s'en fout en fait à la base que ce soit contraire à l'esprit de l'agilité, c'est pourquoi c'est contre-productif en fait, c'est ça qui va nous intéresser. L'idée c'est pas forcément de faire de l'agilité un cheval de bataille, c'est juste l'agilité, c'est une boîte à outils qui nous permet d'être des entreprises plus efficaces, plus performantes et plus épanouissantes aussi. Donc du coup c'est vraiment d'aller chercher
pourquoi c'est contre-productif de faire ça comme ça, en fait. Ouais, donc au fil de l'eau, au fur et à mesure, et pas en amont, quoi. C'est ça. Sur chaque truc que tu vois, tu peux amener de la pédagogie. Et apparemment, mon temps est terminé. Je vous remercie beaucoup pour votre accueil. N'oubliez pas les feedbacks, ça m'aide beaucoup. J'étais ravie d'être avec vous à Rennes cette année et j'espère peut-être à l'année prochaine. Bonne fin de conférence.